Il est 9 h, merci d'être avec nous pour l'heure des pros week-end. Et au programme ce matin, le ministre de la Justice belge a présenté sa démission 4 jours seulement après l'attentat de Bruxelles, faisant 2 morts. La demande d'extradition de l'auteur de l'attaque vers son pays d'origine, la Tunisie, n'a pas été traitée à temps. Le ministre prend ses responsabilités, parle d'une faute individuelle monumentale, inacceptable. En 2016, après les attentats toujours à Bruxelles, faisant 35 morts, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont également démissionné. Depuis plus de 10 ans, la France subit attentat sur attentat sans que le moindre responsable politique n'assume une faille de ses services. Une semaine après l'attaque terroriste d'Arras, on apprend que Mohamed Bougoutchouf était une bombe à retardement. Ses professeurs craignaient un passage à l'acte, avaient signalé ses provocations islamistes. L'assaillant était fiché depuis 2021 pour radicalisation. Que faisait-il encore sur notre sol? Est-ce un scandale d'État, fatalité ou déni? On en parle dans l'heure des pros week-end ce matin. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Chère Isabelle, bonjour. Incendie meurtrier de Wintzenheim dans le Haut-Rhin. La gérante du gîte a été mise en examen pour homicide involontaire hier. Elle est soupçonnée d'avoir exploité son établissement sans autorisation et sans respecter les règles incendie. La gérante a désormais l'interdiction de gérer toute catégorie de résidences de tourisme. Le 9 août dernier, son gîte s'était embrasé. 11 personnes avaient été tuées. Le premier volet du budget 2024 adopté après avoir dégainé l'article 49.3 de la Constitution. La Première ministre a surmonté sans difficulté les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise la nuit dernière. Dans l'hémicycle de l'Assemblée, la motion du RN a recueilli 89 voix, celle de LFI 219 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Et puis les Gazaouis attendent encore l'entrée des convois d'aide internationale. Une question pour eux de vie ou de mort selon les Nations Unies. Environ 175 camions d'aide humanitaire sont bloqués du côté égyptien de la frontière au terminal de Rafah. Ce dernier pourrait ouvrir à 10 h selon un communiqué de l'ambassade américaine en Israël. Merci chère Isabelle, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. Charles Sizenstuhl est avec nous, député Renaissance du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous, monsieur le député. Philippe Ballard également, député Rassemblement national de l'Oise. Bonjour. Pierre Gentillet, Régis Le Sommier que vous connaissez, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et Sacha Bélissa, merci d'être présent. Vous êtes responsable au Centre d'analyse du terrorisme. Dans un instant, on reviendra sur l'attentat d'Arras, puisqu'on a de nouveaux éléments et on sait désormais que cet individu était une bombe à retardement. Il y a eu plusieurs signalements de ces professeurs qui s'inquiétaient, qui voyaient en cet élève un danger pour l'école, un danger pour les élèves. Mais pourtant, on nous explique depuis une semaine qu'il n'y a pas eu de faille. C'est très intéressant de voir ce qu'il se passe à Bruxelles, en Belgique. Et je l'ai rappelé, en 2016, après l'attentat de Bruxelles, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, les deux ont posé leur démission. En 2023, 4 jours après l'attentat de Bruxelles, vous avez le ministre de la Justice qui considère qu'il y a eu une faille majeure dans ses services. Il prend la responsabilité et il démissionne. En France, on n'a pas la même politique pour l'instant. Et depuis 2012, force est de constater que nos responsables politiques disent « ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute de nos services ». Il n'y a aucune faille. Avant cela, je voudrais qu'on revienne pour la première fois depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas. 2 otages américaines enlevées sur le sol israélien ont été libérées hier soir. Un soulagement évidemment pour les familles, un espoir pour des dizaines de familles qui sont sans nouvelles de leurs proches. Voyez le sujet de Clémence Barbier. Après 14 jours de calvaire, c'est la délivrance pour ces 2 otages américaines. Les 2 femmes avaient été kidnappées le 7 octobre dernier, alors qu'elles étaient en visite au kibboutz Nahal Oz. Un véritable soulagement pour leur père et ex-mari. J'attendais ce moment depuis très longtemps, depuis 2 semaines. Je n'ai pas dormi pendant 2 semaines. Ce soir, je vais bien dormir. J'ai parlé avec ma fille aujourd'hui. Elle a l'air très bien. Elle était très heureuse. Elle attend de rentrer à la maison. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her. Sa mère a une petite égratignure à la main, mais elle n'a dit que ce n'était rien. C'est la première libération d'otages confirmée par les 2 parties. Le Hamas a affirmé les avoir relâchés pour des raisons humanitaires après une médiation du Qatar. Un rôle salué par Emmanuel Macron, qui dit maintenir les efforts pour obtenir la libération des otages français.
Il pourrait être 7 retenus. Pour l'instant, seul un est confirmé. La jeune Mia Hachem est la seule dont le statut d'otage est confirmé. Pour les 6 autres, il y a une présomption de prise en otage, mais sans certitude. Nous sommes confiants, les canaux que nous avons sont les bons et sont utiles. Emmanuel Macron n'exclut pas un déplacement au Proche-Orient dans les prochaines semaines. Évidemment, je me tourne vers vous, Régis Le Sommier. Régis, comment vous interprétez cette libération d'otages aujourd'hui ? Je l'interprète comme un élément positif dans cet océan de noirceur qu'on a vécu depuis le 7 octobre. Ce qui est aussi significatif, je pense, c'est le rôle qui a été mentionné, mais surtout le rôle du Qatar, qui est important, puisque ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'il utilise également ce biais-là, il sous-entend qu'il utilise ce biais-là aussi pour essayer de faire libérer les otages franco-israéliens ou d'origine française qui sont détenus par le Hamas. Il ne faut pas oublier, on a pointé du doigt quand il y a eu l'attaque du Hamas sur le développement militaire du Hamas, ce qui est l'espèce de monstre qui était devenu cette organisation, en disant le Qatar a financé le Hamas. Ce qui est vrai, le Qatar a financé le Hamas. L'Iran aussi, d'ailleurs. L'Iran aussi, il y a eu d'autres pays, mais le Qatar a été pointé du doigt. Ce qu'il faut noter, c'est que le Qatar, depuis plusieurs années, joue quand même d'ambiguïté, mais il a un rôle diplomatique considérable. Je rappelle que pour ce qui est de la question de Gaza et de la situation de Gaza, en 2012, l'émir du Qatar s'était rendu à Gaza. Je crois que c'est la seule autorité internationale, chef d'État à s'être rendu dans la bande de Gaza. Le Qatar a toujours, depuis plusieurs années aussi, essayé, souvenez-vous, dans la question de l'Afghanistan également, de jouer un rôle diplomatique conséquent. C'était à Doha qu'avaient lieu les discussions entre les Américains et les autorités talibanes pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire le retour. Donc ils ont un rôle considérable aujourd'hui dans ces négociations, et je pense qu'ils poussent leur avantage. L'Égypte également aussi est partie prenante pour essayer de résoudre cette crise qui quelque part, alors la vraie question qui va se poser, c'est handicape-t-elle ou non la possibilité d'une intervention militaire israélienne qu'on dit imminente. 300 000 réservistes sont mobilisés. Donc le timing n'est pas anodin. Rappelons également que Joe Biden était cette semaine en Israël, qu'il y a eu des discussions également avec les pays arabes, et que 48 heures plus tard, vous avez donc la libération de 2 otages américains. Pardonnez-moi d'être un peu tribal ou vulgaire, mais aujourd'hui, à quoi joue le Qatar ? Rappelons également que le chef du Hamas est au Qatar, que l'état-major du Hamas est actuellement au Qatar. Bien sûr, le Qatar joue de plein d'ambiguïtés et joue avec le fait qu'il arrive à s'interposer dans des crises internationales. C'est pas anodin si je vous parlais de l'Afghanistan tout à l'heure. Donc le Qatar est un pays qui parle à plusieurs parties, qui fait plus que parler à plusieurs parties. Vous notiez la présence d'Ismaël Haniyeh et de Khaled Meshal au Qatar. Oui, depuis plusieurs années, les 2 têtes principales du Hamas sont à Doha, vivent à Doha. Mais on sait où elles habitent, par exemple ? Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Oui, puisqu'il y a eu un ministre iranien l'autre jour, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui a rencontré l'un des chefs du Hamas, le chef du Hamas. Donc c'est pas, on sait très bien où ils habitent. Maintenant, la vraie question, c'est que le Qatar peut peser, et ce qu'il démontre là actuellement avec cette libération, c'est qu'il peut obtenir des résultats, concrets. La nationalité de ces 2 Américains, la nationalité américaine n'est évidemment pas non plus un hasard. C'est pour montrer qu'ils ont des cartes en main, alors que nous en avons peu, et que dans une crise pareille, c'est quelque chose, c'est un élément important. Et pour la question de l'offensive israélienne, c'est sûr que si demain Israël rentre dans Gaza, la question des otages va être et évidemment il va y avoir des pays, sachant qu'il en reste plus d'une centaine qui sont pris en otage, quasiment 200 dans la bande de Gaza. On y reviendra plus longuement aux alentours de 10 heures, mais ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on se pose cette question, à savoir, est-ce que à travers l'attentat d'Arras, il y a un scandale d'État ? La question qu'on s'est posée la semaine dernière, c'est que faisait Mohamed Mogouchov encore sur notre sol, puisque depuis 2014, la famille de Mogouchov et Mohamed Mogouchov devait quitter le territoire. Sous pression des associations, de responsables politiques, il s'avère qu'ils sont restés. On apprend ces dernières heures que Mohamed Mogouchov n'était pas fiché que depuis quelques jours, mais il était fiché S depuis 2021. Il était fiché pour radicalisation depuis donc plus de 2 ans.
Voyez le sujet de la rédaction et ensuite on en parle. Une semaine après l'attentat d'Arras, le profil de l'assaillant se précise. Selon le ministère de l'Intérieur, Mohamed Mogouchkov était bien fiché pour radicalisation islamiste depuis février 2021. La conséquence d'un signalement du lycée Gambetta, son ancien établissement scolaire. En novembre 2020, alors qu'elle aborde la mémoire de Samuel Paty, une professeure est agressée verbalement et physiquement par un élève. Renvoyé du lycée, il est en lien avec Mohamed Mogouchkov. Ce dernier suit même l'enseignante jusqu'à son domicile. Intimidée à plusieurs reprises, elle décide de déposer plainte. En avril 2022, le lycée Gambetta dépose un nouveau signalement pour absentéisme et propos alarmants tenus en classe. Mohamed Mogouchkov aurait notamment déclaré « Mon nom se prononce comme Kalachnikov. Est-ce que cet outil peut tuer ?» Mais ce n'est qu'à partir du mois de juillet dernier que le jeune homme est suivi par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et il y a cette déclaration avant-hier de Gabriel Attal qui fait froid dans le dos. J'ai rencontré les enseignants d'Arras au lendemain de l'attentat. Ils m'ont dit il y a 3 ans, quand Samuel Paty a été assassiné, on était un certain nombre à s'être retrouvés en salle de prof et à se dire un jour, ça pourrait peut-être arriver ici et avec cet élève qui était élève à l'époque dans l'établissement. Et certains m'ont dit quand on a entendu l'alerte intrusion, c'est là qu'on a compris qu'il se passait quelque chose. On a tout de suite pensé à lui. Marion Maréchal a réagi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Voyez ce qu'elle dit. Gabriel Attal confirme. Les collègues de Dominique Bernard avaient signalé à plusieurs reprises depuis 2021 la dangerosité de Mohamed Mogouchkov. Sans aucune réaction de la part du rectorat ni du ministre de l'Intérieur, la responsabilité de Gérald Darmanin est totale. Oui, c'est un scandale d'État. Avant de vous donner la parole, une dernière réaction, celle de Jean-Michel Blanquer. C'était ce matin. Toujours la même chose. On a beaucoup parlé du pas de vague. Vous savez, on met tout. Là, c'est pas de ma faute. C'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité des policiers. Cet homme a été fiché S. Vous savez, là, on n'est plus sur un sujet de la police. Il faut évidemment, l'enquête démontrera l'ensemble du déroulement des choses. Ce qui a été mis en place depuis 2017 et avant l'assassinat de Samuel Paty, c'est un système de signalement systématique. Quand je suis arrivé, j'ai dit que le pas de vague, c'était fini et qu'il fallait signaler tous les problèmes. Et un système de signalement a bel et bien été mis en place. Il y a le moment où les professeurs signalent à l'institution, c'est-à-dire à la fin le rectorat, puis le rectorat à la police. Ensuite, la police, elle a aussi ses obligations, c'est-à-dire elle ne peut pas dire tout à tout le monde, elle doit travailler dans un certain secret pour réussir à être efficace. Et donc, dans l'affaire d'Arras, il est évidemment beaucoup trop tôt pour faire des commentaires, il faut attendre l'enquête. Est-ce que c'est un scandale d'État, Philippe Ballard ? On s'en rapproche, oui absolument, parce que là on mélange tout en fait. Il y a le hashtag pas de vague, éducation nationale. Il y a effectivement, il ne s'agit pas de pointer du doigt nos services de renseignement, nos policiers qui font un travail formidable. Mais il faut que derrière ça suive. Et là visiblement ça ne suit pas. On reparlera peut-être de la Belgique avec ses démissions des ministres. Là je pense qu'effectivement Monsieur Darmanin, mais pas que, devrait peut-être penser à démissionner. Il y a 1000 mineurs fichés S. D'accord, à l'instant T. Et il y a 5000 fichiers FS-PRT. Là, on est dans le haut du panier, là, on est dans la radicalisation et le risque de terrorisme, dont la moitié d'ailleurs qui sont étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas expulsés ? Il faudrait que M. Darmanin nous explique quand même. Alors, on a un début de réponse, parce qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire. Voilà, on regarde, le pays ne veut pas les recevoir. Mais c'est un bras de fer avec ces pays-là. Enfin voilà, on ne délivre plus de visas, on coupe tous les flux financiers, privés comme publics, et puis on va voir l'Europe en leur disant on arrête la coopération avec ces pays-là. Il n'y a pas de volonté politique. C'est un échec total et complet, et on n'est effectivement pas loin du scandale d'État. Que faut-il de plus, Charles Seisenstuhl, pour mettre hors d'état de nuire un terroriste en puissance ? Un élève qui a été signalé à maintes et maintes reprises par les professeurs, un homme qui est radicalisé depuis 2021, fiché comme tel, une famille qui baigne dans l'islamisme depuis des années. Que faut-il de plus pour que cet homme ne passe pas à l'acte ? C'est sûr que sur l'affaire d'Arras, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là, les révélations que vous diffusez ce matin donnent à réfléchir. Il faudra qu'il y ait des enquêtes qui vont continuer, des enquêtes administratives, je pense aussi d'ailleurs, pour bien déceler exactement où est-ce qu'il y a pu y avoir des manquements au sein des institutions publiques. Sur l'affaire d'Arras, ce que nous explique le ministère maintenant depuis plusieurs jours, c'était qu'il y avait un point de droit qui n'était pas clair. C'est-à-dire qu'à date, ce jeune homme n'aurait pas pu être expulsé. Ajouter
ce que vient de dire collègue Ballard, c'est-à-dire qu'on a en plus là le cas d'un pays d'origine où il n'y aurait pas eu de laissez-passer consulaire, en tout cas sur les derniers mois. Donc ça va être un des objectifs de la loi immigration qu'on espère voter avant la fin de l'année, c'est-à-dire de permettre d'expulser ces jeunes, ou terroristes en puissance, sur lesquels on a de fortes présomptions, qui sont arrivés avant le fameux âge de 13 ans, parce que ici est le point de droit qui est en souffrance dans la législation actuelle. Il y a quelque chose qui m'échappe. Avec la loi actuelle, on ne peut pas expulser un étranger radicalisé ? S'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Il n'y a pas une exception justement sur l'aspect et la menace terroriste, pardonnez-moi, j'ai l'impression. Il y a l'exception notamment du mariage, là ce qui n'était pas le cas. Ouais. Si la personne a porté atteinte directement aux intérêts fondamentaux de l'État, des activités terroristes, le fait est, c'est ce que nous dit pour le moment le ministère de l'Intérieur, que ce monsieur-là n'avait pas encore tué quelqu'un, n'avait pas encore tué quelqu'un ou fomenté un attentat. Le point juridique qui est difficile et qui est extrêmement choquant. Sacha Bélissa, je rappelle que vous êtes responsable au Centre d'analyse du terrorisme et d'expérience. Vous avez pu suivre des dizaines de procès justement avec des profils qui peut-être correspondent à ce que vous avez pu voir dans votre carrière. Et j'aimerais revenir d'abord sur une chose. Il y a effectivement quelque chose de très injuste dans le fait de mettre en cause le rôle des services de renseignement dans ce type d'affaires. Il faut savoir qu'en France, on fait face à une menace extrêmement importante. Monsieur le député Ballard rappelait tout à l'heure, les chiffres démontrent quoi ? On a un contingent en France, on a à peu près 20 000 personnes qui appartiennent à ces fichiers du FSPRT. Le fichier du FSPRT, c'est le fichier en gros des personnes radicalisées. Dans ce stock, on a effectivement 5 000 personnes qui font l'objet d'un suivi continu pour un risque de passage à l'acte. Parmi eux, il y a 5 000 étrangers, dont 1 500 personnes qui sont sur le territoire de manière irrégulière. Il faut savoir que pour les services de renseignement, la complexité de la chose réside dans le fait que la menace a muté. En réalité, une menace qui était à l'époque projetée, à l'époque de l'État islamique, est aujourd'hui une menace qui est de plus en plus inspirée, c'est-à-dire qu'on a des individus sur le territoire français qui s'inspirent de ces organisations terroristes et qui décident de frapper. Il y a évidemment un biome, un environnement qui pousse à cela. C'est très rarement, voire jamais, des loups solitaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les services de renseignement, d'établir ce qu'on appelle le haut du spectre, donc de déterminer qui est le plus à même de passer à l'acte, c'est quelque chose de très compliqué quand on parle d'autant de monde, et là, en l'occurrence, de 20 000 personnes, tout en sachant que, je vais juste terminer sur ça, que sur les 11 derniers attentats, 10 étaient inconnus de ces services de renseignement. J'entends, mais personne ne pointe la responsabilité des services de renseignement, ni des services de police. Tout le monde sait à quel point les policiers sur le terrain, la DGSI fait son maximum. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi ce chiffre, c'est-à-dire qu'il y a un attentat déjoué tous les mois et demi. Donc personne ne pointe ça. Moi, ce qui m'interpelle ce matin, c'est est-ce qu'il y a une responsabilité politique ? Est-ce qu'à chaque attentat, on va dire c'est pas de notre faute, on a tout bien fait, et qu'en creusant un petit peu plus, on se rend compte que cet homme était une bombe à retardement. Donc à un moment donné, ça devient insupportable d'entendre ça. Je lisais dans Le Point l'interview de Manuel Valls, qui nous explique qu'être fiché n'est pas une culpabilité. J'entends, mais c'est peut-être une présomption de culpabilité d'être fiché pour radicalisation. C'est-à-dire que vous avez des éléments, je ne suis pas sûr que votre voisin ou en face, Pierre Gentillet, soit fiché pour radicalisation. Bon, donc ça veut dire que vous avez des faisceaux d'indices qui vous amènent à ficher ces personnes-là. C'est d'où l'intérêt de traiter ce phénomène en aval plutôt qu'en amont. Et on ne va évidemment pas attendre que ces personnes frappent pour prendre la décision de les renvoyer. En l'état, c'est ça qui nous inquiète sur ce cas d'Arras, parce que combien de Mohamed Mogouchkov il y a en France ? C'est-à-dire qu'on est malheureusement bloqué parce qu'il n'est pas passé à l'acte, ou il n'y a pas ces faisceaux-là. Mais alors, je pense qu'effectivement, c'est très juste. Le problème, il doit se poser en amont et en aval. En amont, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, des Mohamed Bouchkov, il y en a qui entrent sur notre sol. Enfin, je veux dire, il faut dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement 1 demi-million de personnes qui entrent sur notre sol. Je ne parle que des entrées légales, même pas des entrées illégales. Donc là, bien évidemment, l'État a une responsabilité, Frontex a une responsabilité, et si Frontex est incapable de gérer nos frontières, alors à ce moment-là, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Maintenant, sur l'autre bout,
de la chaîne, c'est-à-dire sur les expulsions. Parce que j'ai écouté ce que vous avez dit, vous avez raison. En l'état, la loi ne nous permet pas, évidemment, d'expulser tout le monde. Et pour ce cas particulier... changer la loi demain. Pardonnez-moi, Pierre, parce que... Non, mais ça ne changer la loi pas. demain. Pourquoi? Non, mais alors justement, écoutez, je vais vous dire une chose. Pascal Praud a invité Gérald Darmanin lundi dernier à son émission. Et d'ailleurs, Pascal Praud a passé un extrait où j'expliquais à Gérald Darmanin, et il a réagi là-dessus, qu'une loi ne suffira pas. Et je vais vous dire pourquoi une loi ne suffira pas. Parce qu'une loi qui dit demain qu'un mineur de moins de 13 ans, on peut l'expulser avec sa famille, vous aurez 3 obstacles. Bon, un premier obstacle politique, ça c'est votre affaire, mais ça c'est le Parlement. Surtout, vous aurez le Conseil constitutionnel, et je mets ici mon billet, que le Conseil constitutionnel, au nom d'une vieille position de sa jurisprudence, au nom du droit de mener une vie familiale normale, droit dont on nous a suffisamment rabâché les oreilles, cette loi sera toute ou partie, je le dis, censurée. Troisièmement, les juges de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme qui appliquent la Convention européenne des droits de l'homme, au nom de ce même principe de mener une vie familiale normale, condamneront la France. Alors qu'allons-nous faire? Accepter les condamnations de la CEDH à rebours? Très bien, mais alors à ce moment-là, autant sortir directement de la CEDH. Non. Et ça, Gérald Darmanin, hormis dire on va accepter les condamnations, il n'est pas prêt à aller jusque-là parce que les juges de droit commun appliqueront à situation exceptionnelle, Pierre Gentil, mesures exceptionnelles. Pendant la guerre contre le Covid, pendant la guerre contre le Covid, pendant la guerre contre le virus, on a été confiné par exemple 3 semaines, non pas parce qu'on était covidé, parce qu'il y avait une présomption de Covid. Rappelez-vous au début de la crise. J'abonde dans vos... Alors, 2 choses pour revenir sur ce qui a été dit. Là, en l'occurrence, Arras, il était entré moins de 13 ans sur le territoire national. On nous explique qu'il ne peut pas être expulsé. C'est faux. Et je vais vous lire, c'est très rapide, l'article 633-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je suis sur le site officiel du ministère de l'Intérieur, ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou lié à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe des personnes. Pardon, mais là... C'est exactement ce qui s'est passé à l'école. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pas donc, en 2014. Il peut être expulsé. Deuxièmement, pour revenir sur ce que vous avez dit... Il peut être expulsé en 2021. Il peut être expulsé mais pas en 2014. Mais il peut être expulsé même en 2000. Quand les professeurs alertent. Quand les professeurs alertent. D'accord, mais quand les professeurs expulser quelqu'un qui est rentré avant l'âge de 13 ans. Enfin voilà. Donc c'est même pas une question de changement. Mais sur la question de l'expulsion... Non, mais je voudrais juste revenir parce qu'effectivement, vous avez raison. Il y a une solution très simple. Elle a été proposée par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il faut nous mettre à l'abri. Effectivement, il n'y a rien dans la Constitution sur le droit de séjour, de savoir qui rentre, qui reste et qui peut être expulsé en France. Il n'y a absolument rien. Alors, il faut changer tout ça. On va faire un référendum sur l'immigration et surtout, on va changer la Constitution, ce que LR a découvert d'ailleurs, entre parenthèses, pour nous mettre à l'abri de toutes ces jurisprudences européennes, Cour européenne des droits de l'homme. Nous permettra il ne faut pas sortir de ces institutions. En quelque sorte, il faut les empêcher de rentrer chez nous et de polluer. Soit vous l'inscrivez dans la Constitution, soit vous sortez de la CEDH. Sur la Constitution, une phrase pour terminer. Il faut que la Constitution française soit la norme suprême, c'est-à-dire qu'elle soit au-dessus. Non, pas au-dessus des jurisprudences qui nous viennent de l'Union européenne. Pas du tout, sinon on n'en serait pas là. La norme suprême. Il faut rappeler quand même avec la famille... Pas dans tous les domaines. Pardon. Il faut rappeler quand même qu'avec la famille Mogoutchov, il y a eu un arrêté d'expulsion. 2014. Voilà. Et que là... clairement, c'est pas une question de juridiction, c'est une question de décision politique et de volonté politique. C'est-à-dire que l'État a cédé devant des associations. C'est-à-dire, qui empêchait l'État de dire à ces associations non, l'arrêté d'expulsion de la famille, on le maintient et on expulse cette famille. Donc là, c'est une question de volonté politique, vous voyez bien. On n'est pas simplement dans des questions de CEDH, on n'est pas simplement dans des questions de difficultés. On n'a pas voulu, et l'État a failli à l'époque, c'était François Hollande, à expulser cette famille dont un des rejetons aujourd'hui vient de tuer un professeur à Arras. La publicité, on revient dans un instant et on fera le parallèle et le trait d'union avec l'attentat de Bruxelles. Et je le rappelle, 4 jours après l'attentat, le ministre de la Justice belge a décidé de démissionner. A tout de suite. Le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
Israël appelle ses citoyens se trouvant en Égypte et en Jordanie à partir le plus rapidement possible en raison d'une aggravation des manifestations contre Israël. Une alerte similaire de niveau 4, soit le plus élevé, avait déjà été émise pour la Turquie. Les recommandations ont été relevées au niveau 3 pour le Maroc, conseillant aux Israéliens de ne pas s'y rendre. L'aide humanitaire commence à passer de l'Égypte vers Gaza, au poste frontière de Rafah. 175 camions d'aide internationale avec de la nourriture et des fournitures médicales. L'ambassade américaine en Israël a mis en garde contre l'environnement potentiellement chaotique que pourrait créer cette ouverture, avec une ruée vers l'Égypte des binationaux fuyant la bande de Gaza. Et puis dans l'actualité nationale, en pleine étude du budget 2024 au Parlement, la note de crédit de la France n'a pas été mise à jour. C'est ce qu'indique l'agence de notation Moody's qui n'envisage pas de la changer. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, cette décision témoigne de la crédibilité de la France. 2 autres agences de notation se pencheront sur la note française le 27 octobre et le 1er décembre. Je précise que Mohamed Mogouchkov était fiché au fichier de prévention de la radicalisation à caractère terroriste depuis 2021. Fichier FSPRT, et qu'il était fiché S depuis le mois d'octobre. Donc depuis 2021, cet homme était fiché, donc dans ce fameux fichier où on voit les personnes radicalisées, où on s'inquiète d'un possible passage à l'acte, etc. pour terrorisme, 2021. C'est important de le rappeler. Il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Vous devriez poser ma question, pourquoi ne pas invoquer la raison d'État pour expulser ces dangers à la nation France et au peuple français, la raison d'État? Alors, il y a la raison d'État, mais même pour ceux qui sont français, parce que là, on parle de ceux qui peuvent quand même être expulsés. Enfin, on marche sur la tête dans ce pays quand même. Oui. Il y a des gens qui sont fichés FSPRT, qui peuvent passer, se livrer à des actes terroristes, qui sont étrangers et parfois en situation irrégulière même. Ils restent sur le sol. Pour ceux qui sont français, il y a un article du Code pénal, c'est le 411-4, on peut être incarcéré en cas d'intelligence avec l'ennemi. Ça tombe dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Donc l'outil... Donc vous, au Rassemblement national, tous les fichiers doivent être soit placés sous contrôle judiciaire, possibilité de passer, ou alors même incarcérés. Expulsés ou incarcérés pour les plus dangereux. Expulsés ou incarcérés. Le Code pénal le permet. Okay. C'est pour ça que le projet de loi de M. Darmanin, pardon, mais on a envie de dire c'est du vent, puisque l'arsenal est déjà là. Il est présent, il suffit d'avoir la volonté politique pour s'en servir. On va parler de l'attentat de Bruxelles dans un instant, parce que l'attentat d'Arras et l'attentat de Bruxelles, malheureusement, on a les mêmes impasses. L'impasse migratoire, l'impasse judiciaire, mais on n'a pas les mêmes conséquences en matière de responsabilité. Je le rappelle, le ministre de la Justice belge a décidé, en voyant un peu ce qui s'était passé, qu'il fallait démissionner. Parce qu'il y avait eu une demande d'extradition qui avait été faite par la Tunisie. C'est le pays d'où venait le terrorisme, pays d'origine. C'était en août 2022. Elle n'avait pas été traitée par les services belges. Donc il a dit c'est impardonnable, inqualifiable. Avant ça, je voulais juste vous faire écouter Jordan Bardella à Bruxelles. Peuple d'Europe, peuple de France, réveillez-vous. Peuple d'Europe, entendez cet appel. Le sursaut ne viendra pas de ceux qui ont failli. Il ne viendra que de vous. Peuple de France, face à la barbarie, réveille-toi. Demande des comptes à ceux qui ont laissé entrer dans nos vies, sur notre sol et dans nos maisons, des soldats de l'islam radical. Ne laisse plus ceux qui sont comptables de la situation se dérober face à leurs responsabilités. Exige la vérité de ceux qui, au sein de la Commission européenne, subventionnent avec ton argent les frères musulmans et ses relais culturels. Sanctionne ces dirigeants qui ont mené une politique migratoire folle, dérégulée, qui ont criminalisé tous ceux qui alertaient sur les dangers futurs. C'est à cause d'eux que nos sociétés, autrefois unies, à la fois si calmes et si fortes, sont aujourd'hui si disloquées, consumées par des tensions, des conflits qui agitent le monde. La patrie, la civilisation européenne, ce que nous sommes, et bien sûr la force des lois, sont nos meilleures armes dans cette bataille. Peuple d'Europe, réveillez-vous. Parce que c'est toute l'Europe qui est menacée. Et on l'a vu à Bruxelles lundi avec cette nouvelle attaque terroriste. Et avec, comme pour Arras, un parcours de l'assaillant qui est hallucinant. C'est-à-dire que cet homme a fait, durant tout son parcours en Europe, 4 demandes d'asile dans 4 pays différents. Regardez le sujet et ensuite je vous donnerai le verbatim de ce qu'a pu dire le ministre de la Justice.
Arrivé en 2015, Abdesalem El séjourne irrégulièrement en Belgique après le rejet de sa demande d'asile en 2020. Il est aussi visé par un ordre de quitter le territoire délivré l'année suivante, ordre qui n'a jamais été exécuté. Selon des documents du Parlement belge, l'assaillant a effectué d'autres demandes d'asile dans 3 pays européens, la Norvège, la Suède et l'Italie. Le terroriste avait demandé l'asile dans 4 différents pays européens et à chaque fois, il s'est vu débouté parce qu'il n'était pas éligible à la protection. En 2011, Abdesalem El rejoint l'Europe à bord d'une petite embarcation jusque Lampedusa. De cette île, le Tunisien de 45 ans se rend en Suède où il est reconnu coupable de graves infractions liées aux drogues. Expulsé du pays à la fin de sa détention, il aurait été remis à la Norvège où sa première demande d'asile avait été enregistrée avant de se rendre ensuite en Italie. En 2016, selon le ministre belge de la Justice, un service de police étranger signale le profil radicalisé du terroriste de Bruxelles. En août 2022, la Tunisie demande l'extradition du terroriste, demande non traitée par le parquet de Bruxelles. Avec cette nouvelle information, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, décide de démissionner. Voilà ce qu'il dit. Le magistrat compétent n'a pas donné suite à cette demande d'extradition et le dossier n'a pas été traité. C'est une faute individuelle, monumentale, une faute inacceptable aux conséquences dramatiques. Je ne cherche aucune excuse. J'estime qu'il est de mon devoir de le faire. C'est une nouvelle information venant du parquet. Et cette nouvelle information me touche en plein cœur, car j'ai fait tout mon possible pour améliorer notre justice. On a un ministre de la Justice qui assume la faille dans son service. Bruxelles. C'est vrai nous, Français, on est un peu décontenancés de voir ça. C'est-à-dire que des ministres qui ont démissionné, écoutez, ça fait longtemps, hein, et les occasions n'ont pas manqué. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire, on parlait de droit constitutionnel tout à l'heure. Notre Constitution nous dit que les ministres sont responsables devant le Parlement, et j'ai envie de dire aussi responsables devant les Français, d'accord ? Responsable, ça ne veut pas dire coupable. Ça veut simplement dire qu'on assume les fautes qui sont commises par notre administration. Et des fautes, excusez-moi, il y en a pléthore. Hein. On peut parler de plein de choses, de l'affaire Lola, des OQTF, de tous ces gens qui sont sur notre sol et qui, en réalité, n'auraient pas dû et qui ont commis des attentats. Mais à quel moment, quand est-ce que on va avoir un ministre qui démissionne, pas juste pour nous faire plaisir, mais pour dire, écoutez, c'est envoyer un signal pour dire, écoutez, on a mal fait les choses, on va changer. Parce qu'on avait une promesse, on avait une assurance. L'assurance, c'était 100% d'exécution des OQTF. C'est pas moi qui le dis, c'était le président de la République qui dans un entretien. Bah oui, mais le président de la République ensuite a un Premier ministre et ce Premier ministre mène une politique gouvernementale. Le problème, c'est que 2016 également. 2016 également, j'ai retrouvé l'article qui avait été publié, c'est-à-dire qu'en 2016, lorsqu'il y a l'attentat de Bruxelles, qui fait 35 morts, vous avez les 2 ministres belges, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, qui posent leur démission. En France, on ne démissionne pas. En fait, je crois que la dernière fois qu'il y a un ministre qui a démissionné, ça devait être Jean-Pierre Chevènement au moment de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. C'était pas parce qu'il était pris en faute, c'est parce qu'il était en désaccord avec la politique internationale. Oui, il y a eu Cahuzac, mais au bout de combien de temps ? Au bout de combien de temps ? Au bout de pressé par des affaires où ce n'était plus possible. Sur des questions politiques, on ne démissionne pas en France. En Belgique, vous l'avez signalé au moment de l'affaire Abdeslam et il y avait déjà eu des démissions. Mais bon, ce qui est terrible avec cet aveu, c'est qu'il y a une personne qui réalise, qui est le ministre de la Justice belge, et qui va décider justement de faire un coup d'éclat. Mais le problème, globalement, c'est que la Belgique, c'est la France puissance 10. C'est-à-dire que ce que vous avez décrit sur cet individu qui se trouve en Belgique, qui commet un attentat dans Bruxelles... Ce qui s'est passé à Annecy. Au niveau... Rappelez-vous. Bien sûr, exactement la même chose. L'attaque à Annecy. Mais la Belgique, en particulier Molenbeek avait les individus qui ont participé à peu près tous les différents attentats islamistes qui ont été faits en Europe dans les 10 dernières années sont passés, ont séjourné ou ont transité par Molenbeek. Donc c'est vraiment quelque chose de... Il y a une véritable gangrène. On appelait Molenbeek la capitale du djihad en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte avec cet individu, c'est que ça n'a pas changé en réalité. Pour prolonger les dires de Régis Le Sommier justement sur cette gangrène, en France, et je pense dans toute l'Europe, on est confronté à une autre difficulté qui est le sujet de la sociologie de ces contingents djihadistes. En France, moi j'ai assisté pendant 6 ans à l'intégralité des procès en lien avec ces filières djihadistes, et j'ai assisté à des procès de personnes qui exerçaient des métiers à haute responsabilité. On a longtemps cru qu'il s'agissait de personnes, évidemment en majorité issues de l'immigration, mais issues de milieux défavorisés.
J'ai assisté par exemple à des procès de djihadistes qui étaient chirurgiens à l'hôpital de la Timone à Marseille. J'ai également assisté au procès d'un individu qui s'appelle Reda H, qui lui travaillait chez Astrium, qui est une filiale d'Airbus, qui s'occupe de la conception des missiles M51 pour les avions Rafale de Dassault. Et cet individu, qui travaillait justement dans cette entreprise en qualité de prestataire informatique, avait été habilité secret défense. Et il s'avère que sur zone, en Syrie, il avait rencontré Abdelhamid Abaoud, qui était le coordinateur des attentats du 13 novembre. Donc voilà, il y a évidemment le sujet de l'immigration qui est extrêmement important, et notamment des irréguliers. Mais le problème en France aujourd'hui, c'est que le verre est dans la pomme. On va écouter Gérald Darmanin à présent, qui était à Luxembourg jeudi. Là, c'est également intéressant sur la question de l'Europe, de l'Union européenne et finalement de cette naïveté. Alors lui, il parle de naïveté. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de la passivité? Ou est-ce que c'est une forme d'activisme? Parce que l'islamisme s'est propagé sur le territoire européen, parfois avec une sorte de regard bienveillant de certaines institutions. Écoutez Gérald Darmanin. Nous devons lutter sans naïveté contre cet écosystème, contre ce djihadisme d'atmosphère. Nous constatons malheureusement ici ou là qu'il y a encore un peu de naïveté, soit dans les institutions de certains pays ou de l'Union européenne, soit dans notre façon de montrer notre autorité face à ces structures, dans la dissolution d'associations, dans la fin de subventions à ces associations et de manière générale dans la lutte pour ce que la France appelle la laïcité, c'est-à-dire le fait que le religieux doit rester dans une sphère à part et ne doit pas prendre évidemment toute la place qu'elle prend parfois dans un certain nombre de systèmes, notamment qui touchent l'islam radical. Philippe de Villiers, hier, lui a répondu. La Commission européenne finance les associations. Vous allez voir ce qu'on va découvrir. Mais moi, je le sais. La FEMISO, etc., il y a 33 associations. Il y a tous les frères musulmans. Ils sont là-bas. Ils sont chez eux. Ils ont leur ronde serviette, comme on dit. Ensuite, le Conseil, lui, finance l'Université islamique de Gaza. Excusez du peu. Et le Conseil de l'Europe finance les campagnes de publicité avec les fréristes, notamment sur le voile. Sur le voile est une liberté. Voilà la division du travail. Tout est une question de climat, d'atmosphère, comme dirait Gérald Darmanin, qui reprend les propos sur le djihadisme d'atmosphère de Gilles Kepel. L'Union européenne aujourd'hui nous permet-elle suffisamment de nous défendre, Charles Seisenstuhl, sur ces questions d'islamisme et de terrorisme? Bon, ce n'est pas ses compétences premières, parce que là aussi, il faut reclarifier. La lutte contre le terrorisme, la sécurité, c'est d'abord la compétence des États membres. Je pense d'ailleurs que personne ne souhaite déléguer cette compétence au niveau de l'Union européenne. Après, ce qui est vrai, et c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est qu'il y a une naïveté ou une méconnaissance dans beaucoup d'États européens du phénomène djihadiste que nous connaissons en France. Parce que la France est probablement aujourd'hui le pays d'Europe qui est le plus ciblé, et depuis plusieurs années d'ailleurs, ça a commencé depuis les années 90, qui est ciblé par l'islamisme et le djihadisme. Pour plusieurs raisons. Le fait que nous avons la communauté musulmane la plus importante d'Europe, et également parce que nous avons une histoire coloniale qui nous est souvent reprochée. Il y a d'autres phénomènes. Et c'est vrai que quand on discute avec des responsables politiques européens de pays qui n'ont pas cette histoire et qui n'ont pas de communauté musulmane de telle importance, ils ne comprennent pas, en fait, les problèmes que nous avons en France. Je voudrais quand même pas, pour terminer, laisser entendre, parce que le débat tel qu'il avance depuis quelques minutes, laisser entendre que l'État ne fait rien. C'est-à-dire, depuis notamment les attentats terribles que la France a connus en 2015, donc près de 10 ans, il y a quand même eu une hausse des moyens extrêmement importants des services de renseignement. Il y a eu des recrutements très importants au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et comme l'a rappelé Gérald Darmanin il y a quelques jours, ce sont près d'une cinquantaine, près de 50, 40, je crois,
attentats qui ont été déjoués au cours des dernières années. Donc il ne faut pas non plus que les téléspectateurs se disent... Mais alors, oui, je vous laisse terminer, mais c'est la première chose que j'ai rappelée. Vous l'avez dit. C'est la première chose que j'ai rappelée en disant qu'on déjouait un attentat tous les mois et demi. La question, c'est pas de pointer la responsabilité des renseignements. La question n'est pas de se dire que rien n'a été fait. La question, c'est de se dire par rapport à l'attentat d'Arras, on nous avait promis un avant, un après Samuel Paty. Il n'en est rien. On nous a expliqué quelques heures après l'attentat qu'il n'y avait aucune faille dans ce drame, comme si c'était une fatalité, comme si on ne pouvait rien faire. Et puis on a demandé 24 heures plus tard aux Français de faire attention. Donc on se demande ce qui se passe. Soit on ne peut rien, et donc on va accepter notre sort. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, vous allez au restaurant, vous allez dans un cinéma, et ben vous pouvez être confronté à ces drames-là. Vous pouvez être confronté à un terroriste islamiste, qu'il soit étranger ou non d'ailleurs, qu'il soit en situation régulière ou non. Ou alors vous vous dites, attendez, on va refaire l'histoire, on va creuser un petit peu. Et on se rend compte que pour l'affaire d'Arras, cet individu avait été signalé par les professeurs, que finalement il n'y a pas eu de lien entre le rectorat et les services de police, que cet individu n'avait rien à faire sur notre sol et qu'avec la loi actuellement, on aurait pu le renvoyer. Donc c'est deux histoires complètement différentes. Alors déjà la Commission européenne, là, puisqu'on parlait de financement d'associations salafistes, c'est vrai. Moi je vous renvoie sur les comptes des réseaux sociaux de nos eurodéputés. Ils dénoncent cela depuis des années. Ensuite, la déclaration de M. Darmanin. Vous avez passé l'extrait du discours de Jordan Bardella, dans lequel il dit « Est-ce qu'on doit faire confiance à des gens qui sont au pouvoir depuis des années ?» M. Darmanin est au pouvoir depuis des années. Et avant lui, il y a eu M. Hollande, M. Sarkozy, M. Chirac même, pour arriver à la situation actuelle. M. Darmanin, il soutient le pacte asile et immigration, par exemple. On va perdre le très peu... Non, pas du tout, c'est juste l'inverse. On va perdre le peu de souveraineté qu'il nous reste pour tenter de contrôler plus ou moins le flux migratoire. Là, on ne contrôlera plus rien et ceux qui ne voudront pas prendre des migrants auront une amende de 20 000 € à payer par an. Enfin voilà, on marche complètement sur la tête. On en est là. Donc effectivement, ne faisons plus confiance à ces gens qui ont mis la France dans le fossé. Le 9 juin, il y a des élections européennes. Vivement le 9 juin. Et j'invite évidemment tout le monde à voter pour la liste de Jordan Bardella. L'idée n'est pas de faire de la promotion pour une campagne politique ou une campagne européenne. Il faut quand même qu'au Parlement européen, il y ait des eurodéputés qui défendent l'intérêt de leur nation et de l'Europe. Sinon, on n'en sortira pas, tout simplement. Sur la responsabilité de l'Union européenne, je pense qu'il faut quand même insister. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on découvre des choses, mais pardon, l'Union européenne a une responsabilité, la Commission européenne a une responsabilité, le Conseil de l'Europe a une responsabilité. Je rappelle cette campagne de communication qu'on a peut-être un peu oubliée, hein. Il n'y en a pas eu qu'une. En 2021, la liberté dans le hijab. Que le gouvernement français a dénoncé. Oui, très bien. Mais non, là, on parle de l'Union européenne. Là, on parle de l'Union européenne. Non, mais là, excusez-moi, on parle de l'Union européenne. Non, mais je ne vous ai pas encore attaqué, attendez. Là, on parle de l'Union européenne. Je parle des dirigeants européens et je vous rappelle que nous avons délégué la protection de nos frontières à Frontex. Donc, si ce sont ces gens-là qui sont en responsabilité pour nous protéger, mais c'est même plus de la naïveté. Enfin, je veux dire, là, c'est une responsabilité qui est absolument écrasante. Si Frontex n'est pas capable de nous protéger, si nous avons des élites qui sont européennes, qui sont aussi naïves sur l'islamisme et sur le terrorisme, mais c'est normal que les gens, à un moment, disent « mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent plus nous protéger !» Et Frontex, ce sont des hôtesses d'accueil. Il y avait un Français qui était à la tête de Frontex, il a été débarqué il y a un peu plus d'1 an maintenant. Qui voulait réglementer les frontières. Justement faire son boulot. Ah oui. Et là, il a été débarqué. Maintenant, Frontex, c'est des hôtesses d'accueil de mèche, plus ou moins, avec les ONG qui vont récupérer les migrants en mer. Vous avez dit, Charles Seisenstuhl, qu'il y avait une sorte de méconnaissance de la situation en France. Est-ce que c'est une méconnaissance ou est-ce que c'est tout simplement idéologique ? C'est-à-dire que le rapport qu'on a à la laïcité en France, la volonté de conserver une culture française, la volonté aussi que les Français de confession musulmane puissent respecter leur culte, comme les Français de confession juive ou catholique, sans pour autant que ça devienne un enjeu politique. Eh bien, cette conception-là,
c'est pas, disons-le, dans le logiciel par exemple allemand. C'est pas dans le logiciel danois, c'est pas dans le logiciel suédois, belge, bien évidemment, belge, parce que ce sont d'autres sociétés qui ont choisi de faire différemment. Et quand vous allez par exemple en Allemagne, j'y étais il y a un mois, c'est une autre société. La problématique, elle est très simple, c'est que lorsque vous faites un Berlin-Paris, vous n'avez pas besoin de passeport, vous prenez un train. Lorsque vous faites un Francfort-Paris, vous n'êtes pas contrôlé, vous prenez un train. Donc c'est deux sociétés finalement qui s'opposent complètement. Non mais vous avez totalement raison, il y a deux choses. Il y a de la méconnaissance. Ne mettons pas tout sur le dos de mauvaises intentions qui pourraient exister ou qu'on pourrait récupérer, présumer. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui simplement ne connaissent pas bien la France, ne connaissent pas bien notre histoire, ne connaissent pas bien l'évolution de notre société au cours des dernières décennies. Et comme vous le dites, ne comprennent pas cette laïcité à la française qui fait quand même figure d'exception au sein des pays occidentaux où les rapports entre l'État et les religions sont beaucoup plus proches, alors qu'ils sont séparés totalement en France. Il y a aussi des gens, et il faut le dire, je ne pense pas que ça soit la majorité, mais il y a aussi des gens qui sciemment font un travail de sape pour transformer l'Europe en une société multiculturelle. Et contre ça, nous nous battons et nous ne le souhaitons pas. Et vous avez mentionné. Moi, j'ai pas envie de me battre avec l'Europe. Pardonnez-moi, Charles Sidenstuhl. J'ai pas envie de me battre avec la Commission. Moi, j'imagine que la Commission. Non, mais c'est un combat idéologique. Nous l'avons aussi en France. Les lobbies islamistes qui sont au plus près de Bruxelles. Moi, j'ai pas. Ça me fait juste un peu peur. Je me dis, si c'est eux qui aujourd'hui mettent la pression pour qu'on ait des campagnes de publicité pour que la liberté est dans le hijab, pardonnez-moi, ça juste. Et c'est un combat idéologique que nous avons aussi en France. Ça s'entend. On n'en a pas encore parlé, mais l'extrême gauche, certains partis on va y venir justement l'extrême gauche portent aussi ce discours. Donc c'est un combat idéologique qu'il y a en Europe et en France. Oui, mais c'est pas eux qui ont les responsabilités. Que l'Europe reste l'Europe et ceux qui souhaitent que l'Europe se transforme en société multiculturelle. La publicité, on revient dans un instant et on parlera à 10h de la menace terroriste en France avec ces alertes qui se multiplient. Il y a des fausses alertes à la bombe. Il y en a eu énormément cette semaine. C'est une situation absolument inédite. Du côté du gouvernement, on dit en majorité ce sont des plaisantins. Même Clément Beaune a dit les petits plaisantins qui sont en fait des gros abrutis. Mais il y a une version un peu, allez, disons-le, pas forcément très inquiétante si ce sont que des petits plaisantins. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de... Enfin, la plupart des monuments ou des institutions ne peuvent pas se permettre de laisser un doute. Bien sûr, sauf que vous allez entendre Thibault de Montbrial qui réagit à Clément Beaune et à ce qu'a pu dire Éric Dupond-Moretti sur les petits plaisantins, pardonnez-moi. Il n'a pas du tout la même analyse. Pas du tout. Il voit une menace bien plus importante. 10h sur CNews, le point sur l'information. Rebonjour Isabelle. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Après l'incendie meurtrier de Wintzenheim dans le Haut-Rhin, la gérante du gîte a été mise en examen pour homicide involontaire hier. Elle est soupçonnée d'avoir exploité son établissement sans autorisation et sans respecter les règles incendie. Elle a désormais l'interdiction de gérer toute catégorie de résidence de tourisme. Le 9 août dernier, son gîte s'était embrasé. 11 personnes avaient été tuées. Le premier volet du budget 2024 adopté après avoir dégainé l'article 49.3 de la Constitution. La Première ministre a surmonté sans difficulté les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise la nuit dernière. Dans l'hémicycle de l'Assemblée, la motion du RN a recueilli 89 voix, celle de LFI 219 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Et puis dans l'actualité internationale, l'aide humanitaire a commencé à traverser le terminal de Rafah côté égyptien pour rejoindre la bande de Gaza. 20 camions du Croissant Rouge égyptien chargés de l'acheminement de l'aide des différentes agences de l'ONU. Une aide vitale pour les Gazaouis au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Merci Isabelle. Si vous nous rejoignez, Charles Sidenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin, Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise, Pierre Gentillet, Régis Le Sommier, Sacha Bellissa, responsable au Centre d'analyse du terrorisme, sont avec nous pour décrypter cette actualité ce matin. Je viens de découvrir une réaction de Gérald Darmanin il y a exactement 6 minutes depuis le début de l'année, conformément aux instructions de grande fermeté données par le président de la République. 89 étrangers radicalisés ont été expulsés du territoire, dont 8 le mois dernier. C'est bien. Simplement, on se posait en tout début d'émission. Déjà, 1 sur combien 5 000. Non, il n'y a pas 5 000. Non, mais 2 500, la moitié. La moitié.
Donc il y a 2500 étrangers radicalisés qui sont sur notre territoire. D'accord. Mais l'autre question qu'on s'est posée en tout début d'émission, c'est qu'il y en a un qui est passé à l'acte, qui s'appelle Mohamed Mogouchkov, qui n'avait rien à faire sur notre sol depuis 2014, encore moins depuis 2021, puisqu'il était radicalisé, fiché pour radicalisation au FSPRT depuis 2021, et qu'il est passé à l'acte. Voilà la problématique. La menace terroriste en France, le niveau de vigilance, on voit le tweet, depuis le début de l'année, conformément aux instructions, je le disais, 89 radicalisés ont été expulsés, et je crois qu'il y a en bas, à la suite de ce message, une explication sur les dernières expulsions. Je voudrais qu'on revienne sur le niveau de menace, avec des fausses alertes. Mais est-ce que la menace est très importante ? Vous avez des aéroports qui ont été évacués. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'alertes ces derniers jours. Voyez le sujet de Godric Bay et Célia Gruyère. Les fausses alertes à la bombe ont bouleversé l'Hexagone cette semaine. Mercredi, 17 aéroports ont fait l'objet de menaces d'attentats. Ce jeudi, c'est 25 aéroports qui étaient concernés et 18 ce vendredi. La plupart d'entre eux ont dû être évacués. Le ministère des Transports a demandé des mesures judiciaires. Cette situation est inacceptable. Nous avons donc, à ma demande, à chaque fois, fait l'objet d'un dépôt de plainte. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçu. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées. 22 enquêtes ont été ouvertes et 18 arrestations ont eu lieu. Elles concernent également les établissements culturels comme le Louvre ou le château de Versailles, mais aussi les établissements scolaires. Selon le ministre des Transports, la plupart de ces alertes à la bombe étaient des canulars. Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Pour une fausse alerte à la bombe, la loi prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Bon, le ministre des Transports parle de petits plaisantins. Je vous propose d'écouter à présent Thibault de Montbrial. Le problème avec Thibault de Montbrial, c'est qu'il a souvent raison, malheureusement. Il avait raison pendant les émeutes en disant qu'il faut faire attention avec les pavillons privés, puisqu'ils vont s'attaquer à un moment donné aux pavillons privés. 2 semaines plus tard, c'était l'appartement, la maison du maire de La Île-et-Rose qui était attaquée. Il a eu raison également sur la menace terroriste, puisque 48 heures après l'attaque du Hamas, il était sur notre plateau en disant ça va réveiller des islamistes en puissance et il risque d'avoir des attaques très rapidement sur notre sol. Écoutez à présent ce qu'il dit sur ces alertes à la bombe. Je ne crois pas du tout à la thèse des petits plaisantins parce qu'il s'agit d'alertes qui sont très concentrées. Il y a une vraie logique. Ça fait 2 jours de suite qu'une majorité d'aéroports français sont ciblés. Ce matin, on a eu un certain nombre d'établissements scolaires dans la même ville, à Toulouse. Le château de Versailles a été évacué plusieurs fois en quelques jours. Et ce que je crains... Si ce n'est pas des petits plaisantins, c'est qui ? C'est ce que j'allais vous dire. Ce que je crains, c'est que ce soit une préparation, c'est qu'il y ait des gens qui fassent des alertes pour regarder comment nous réagissons, qui regardent comment la police intervient, qui regardent la durée. Des gens. Des groupes terroristes qui sont prêts à taper la France. Je pense que nous sommes dans une phase de préparation d'une intense activité terroriste, non seulement en France, mais en Europe, si la situation au Moyen-Orient continue à dégénérer dans la violence, et notamment s'il y a une régionalisation du conflit. Dans cette hypothèse, ce qui est une hypothèse, ça n'est pas une certitude, mais il faut parler en adulte aux Français, et nous sommes potentiellement exposés à un moment, je pense, de grande violence. J'espère que nous l'éviterons, mais j'en suis pas sûr. Sacha Bélissa, je rappelle que vous êtes responsable au Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce que, comme Thibault de Montbrial, vous considérez qu'on nous prend un peu pour des enfants lorsqu'on nous parle de petits plaisantins, de canulars, et que finalement ces alertes à la bombe répétées, d'une manière assez inédite d'ailleurs, de voir ça sur quasiment tous les aéroports de France, eh bien, c'est une alerte extrêmement sérieuse avec une question de préparation? Ce sont potentiellement des alertes sérieuses dans la mesure où déjà les services doivent s'organiser pour vérifier que ce ne soient pas des alertes réelles. Et de surcroît, effectivement, je pense que ces alertes permettent potentiellement à des terroristes et aux organisations terroristes de voir et d'analyser la manière dont on s'organise face à cette menace. Mais oui, comme on le disait tout à l'heure, la menace est évidemment très très forte. Donc je pense que c'est évidemment des choses à prendre tout à fait au sérieux.
Non, moi, je voudrais rajouter une chose. Quand on regarde rétrospectivement ce qui s'était passé avec l'État islamique, à l'époque, les raisons de la naissance d'État islamique en Irak et en Syrie, son gain territorial, le fait qu'ils aient réussi à s'établir physiquement, n'avait rien à voir avec la France, n'avait rien à voir avec nos sociétés occidentales, même si on était quand même en ligne de mire de cette organisation. Et puis, on a découvert quand même que environ 2000 Français sont allés rejoindre l'État islamique, qu'ils vivaient dans nos banlieues. On a découvert ça. On a découvert que des gens étaient capables de partir. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ces gens-là ont fait des petits ou si il en reste encore beaucoup, mais en tout état de cause, on a chez nous des gens qui nous sont hostiles et qui résonnent de façon, je dirais, symétrique avec tout ce qui peut se passer au Moyen-Orient. Donc il n'est pas impossible, en effet, qu'ait lieu d'autres campagnes d'attentats, en sachant quand même qu'il faut mettre un bémol, c'est-à-dire que nos services sont aujourd'hui en capacité de surveillance, notamment informatique, digitale et autres, beaucoup plus importante qu'à l'époque. On avait vraiment été pris de court. Bien et sûr. Qu'aujourd'hui, quand il y a association, c'est plus difficile parce qu'on laisse des traces. Mais il y a encore, en France, des centaines d'individus qui sont capables de frapper. Et l'autre difficulté à laquelle on va être confronté prochainement, si ce n'est déjà, c'est le fait qu'en fait, si vous voulez, toutes ces personnes dont parle justement Régis Le Sommier qui sont parties rejoindre l'État islamique, la grande majorité ont été jugées. Et sur ce traitement judiciaire, on a fait le choix de les juger en correctionnel. On a limité les quantums de peine à 10 ans d'emprisonnement à la place de les juger devant des circuits criminels. Et on l'explique par plusieurs raisons, faute de moyens, faute de preuves. Il n'en est pas moins que très prochainement, et c'est déjà le cas en partie, beaucoup de ces personnes, là on ne parle pas de gens qui appartiennent seulement à ces fichiers des personnes radicalisées. On parle de gens qui ont déjà été condamnés pour des faits de terrorisme. Ces gens-là, en fait, sont déjà sortis de prison, vont sortir de prison dans les années qui viennent. Pour avoir une idée, les personnes, les revenants, ce qu'on appelle les revenants, donc les personnes qui sont déjà allées combattre sur ces théâtres d'opération, ont été condamnées en moyenne en France à 7 ans d'emprisonnement. Vous savez ce qui se passe, c'est que quand on est condamné à 7 ans d'emprisonnement en France... On fait 3 ans et demi. On fait un peu plus, mais pas beaucoup plus. Souvent, on divise la peine et moitié de peine. Et avec bracelet. Et du coup, voilà, on craint le pire. Et avec le centre d'analyse du terrorisme, on avait calculé une statistique en 2020, il me semble. On avait essayé de voir justement quel était le taux de réengagement chez ces personnes qui étaient allées combattre sur les théâtres d'opération à l'étranger. Et on s'était rendu compte d'une chose, c'est que ça datait encore une fois de 2020, mais sur l'ensemble de ces personnes-là, 70% s'étaient réengagées dans la cause djihadiste. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été recondamnées, ce ne sont pas des récidivistes, mais en tout cas, elles se sont réengagées dans ce combat civilisationnel. Avançons et parlons des manifestations à présent. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur parlait de manifestations pro-Hamas et non pro-palestiniennes. Ces derniers jours, le président de la République, c'était jeudi, a expliqué qu'il fallait un temps de décence avant d'autoriser ces manifestations. Je rappelle que jeudi, 4000 personnes se sont réunies place de la République, rassemblement interdit par la préfecture de police, finalement autorisé en pleine manifestation. Et je ne sais pas si vous avez vu cette séquence absolument hallucinante où en fait vous avez les forces de l'ordre qui sont présentes place de la République puisque la manifestation a été interdite. Et on apprend pendant la manifestation que cette manifestation est finalement autorisée. Hurrah du côté de la foule qui s'en prend aux forces de l'ordre en leur demandant de dégager. Et j'ai pensé à cette image en 2015, place de la République toujours, après les attentats de Charlie Hebdo, vous avez 2 millions de personnes qui s'étaient mobilisées contre le terrorisme islamiste et une haie d'honneur qui avait été faite aux forces de l'ordre. De 2015 à 2023, vous passez de cette image-là à celle que je viens de vous décrire. Regardez l'autre séquence qui a fait parler, c'est que ces gens ont pu chanter, scander « Israël assassin, Macron complice » et ainsi scander « Allah Akbar ».
cette séquence, vous revoyez toutes les manifestations qui ont pu, en tous les cas certaines, qui ont pu entraîner des chants contre Israël, contre le président de la République et également à l'Akbar, comme vous avez pu voir à la fin. Marine Tondelier a réagi hier soir, très très intéressant. Écoutez sa réaction et puis le revirement. C'est soumission de Michel Houellebecq. Voilà, exactement. Marine Tondelier. Je rêve d'un monde où je pourrais aller manifester pour le peuple palestinien, pour le peuple israélien et pour la paix, sans risquer d'être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République hier, ce qui est quand même complètement débile et choquant dans le contexte. Mais quand vous interdisez une manif, évidemment que les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens que ça dissuade d'y aller. Et donc vous vous retrouvez proportionnellement avec des gens qui étaient pas forcément venus que pour soutenir la paix, le peuple israélien et le peuple palestinien, c'est ça aussi. Il y a eu des slogans mort à Israël. Mort à Israël. On a le droit d'être antisioniste. Parce que surtout, selon vous, on a le droit d'être con. C'est ça le truc aussi, c'est qu'on peut pas. Enfin, il y a un moment où les manifs, on peut pas mettre tout sur le même plan. L'Assemblée nationale, on est député, on porte la parole du peuple, et les manifs, il y a tout le monde dans les manifs. Et donc, quand vous êtes des manifs avec 1000, 10 000, 100 000 personnes, il y a toujours quelqu'un qui dit un truc débile, une pancarte débile, dans toutes les manifs. Alors, je vais juste préciser aux journalistes, mort à Israël, c'est pas de l'antisionisme. Mort à Israël, c'est de l'antisémitisme, c'est de l'apologie du terrorisme. Ça n'a rien à voir que l'antisionisme. Ça n'est pas une idéologie, c'est un délit de dire mort à Israël. Marine Tondelier, vous l'avez entendu, elle a dit on peut être con, on peut être débile, c'est complètement débile Elle est revenue tout de suite sur... Que n'a-t-elle dit sur le plateau de France Info? Elle est revenue regarder son tweet, c'était hier soir, le tweet de Marine Tondelier. Je n'aurais jamais dû laisser un amalgame s'immiscer dans mes propos. Allahu Akbar est la prière d'1,5 milliard de musulmans et ils doivent être respectés. Je suis sincèrement désolé auprès de toutes les personnes que mes propos ont blessé. Qui veut réagir? Monsieur le député, vous avez parlé de l'extrême gauche tout à l'heure, qui dans les bancs de l'Assemblée nationale est également très présente. Elle est symptomatique de cette extrême gauche ou de cette gauche qui en fait est de fait soumise au discours islamiste. Donc cette espèce de reprise en main en quelques minutes où elle va s'excuser d'avoir offensé et en nous refaisant le coup du pas d'amalgame, c'est-à-dire tous ces discours qui disloquent la nation française depuis 20 ans, franchement, on n'en peut plus. C'est extrêmement grave. C'est vraiment symptomatique du délitement d'une partie de la classe politique française qui est aveugle face au phénomène islamiste et d'une certaine façon qui est même un peu coupable. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne en fait. Parce que ça n'a rien de nouveau, tout ça, cette alliance entre l'extrême gauche et la branche la plus extrême en France de ceux qui pratiquent cette très belle religion, mais qui fraye avec l'islamisme. Vous vous souvenez, en novembre, il y a 3 ans maintenant, cette manifestation visant à lutter contre l'islamophobie en France, qui avait été organisée par le CCIF, qui a été dissous depuis à quelques pas du Bataclan. Voilà. Mais on retrouvait des députés de la France insoumise dans le cortège. On peut relire les tweets de Madame Obono, ses déclarations il y a quelques jours dans lesquelles elle refuse de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Donc il n'y a absolument rien de nouveau. Ça fait longtemps que la France insoumise, l'extrême gauche sont sortis de l'arc républicain, bien évidemment. Donc s'étonner maintenant, mais je trouve qu'il y a malheureusement rien d'étonnant. Simplement pour terminer, quand on a le droit de manifester, c'est dans la Constitution. Après, on peut l'interdire s'il y a un trouble à l'ordre public, mais on pouvait très bien dire place de la République, je ne sais pas, moi, vive la Palestine, mais Allahu Akbar, celui qui a assassiné, celui qui a assassiné le professeur Arras, il a crié Allahu Akbar. Macron complice. Alors, en l'occurrence, j'ai envie de défendre le président de la République parce que sur ce qui se passe en Israël en ce moment, avec l'attaque du Hamas et la riposte, je ne vois pas en quoi Macron peut avoir une incidence quelconque. En rappelant aux téléspectateurs qui sont peut-être pas au courant, mais c'est pour ça qu'à gauche, on souffle sur des braises. Et on n'a peut-être pas conscience des conséquences que ça peut avoir. On en a conscience. J'ose espérer que c'est de la bêtise. Voilà, je préfère imaginer, je préfère être naïf et penser que c'est juste de la bêtise. En revanche, la France qui a signé cette résolution pour qu'il y ait la possibilité à l'ONU d'aider les populations palestiniennes. La France vient de débloquer une aide à Gaza. La France a débloqué une aide supplémentaire pour le peuple gazaoui. Je voudrais qu'on termine par ce sujet absolument terrifiant. Il y a 2 semaines, jour pour jour,
Le kibbutz de Be'eri, à la frontière de Gaza, basculé dans l'horreur. Le cauchemar, il a duré 17 heures pour 1200 habitants de ce kibbutz. Plus d'une centaine de corps ont été retrouvés à cet endroit. Et 2 semaines plus tard, nos équipes ont pu retourner sur les lieux du massacre. Voyez le sujet d'Antoine Estève et de Fabrice Elsner. Les scènes de crime sont figées. La mort rôde encore entre les murs. Le sang, partout. L'odeur, insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la Justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Be'eri. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps humains. Comme vous le voyez, c'est très difficile de voir ça. Je vis à côté d'ici depuis 27 ans. C'est impossible pour moi. C'est une sorte d'holocauste. Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux. Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison, semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison, ils récoltent le maximum d'indices, des milliers de preuves pour l'histoire et certainement pour un procès. Quand on voit ce sujet et qu'on imagine les responsables politiques qui disent que ces massacres ont été perpétrés par des groupes armés, par des groupes de résistance. Et comment ils peuvent se regarder dans une glace? D'autant qu'il faut préciser aux téléspectateurs que ces kibbutz-là sont des kibbutz très très anciens. C'est des kibbutz d'abord dont la plupart des habitants étaient plutôt motivés par des idéologies pacifistes ou de gauche. On n'est pas face à des colons israéliens comme on peut le voir en Cisjordanie. C'est complètement différent. D'ailleurs, certains kibbutz existaient même avant la création de l'État d'Israël. Donc c'est des implantations très anciennes dont la philosophie et l'esprit c'était une sorte de petit paradis. Enfin, l'idée, c'était ce qui avait été fait. Mais en tout état de cause, donc on n'est pas face à des gens qui étaient hostiles aux Palestiniens, ni prenons la lutte armée. Donc c'est vraiment, je dirais pas que ça rajoute à l'horreur, mais dans une certaine mesure, si. Et on est à quelques mètres en fait de la bande de Gaza, quelques kilomètres, kilomètres, pardonnez-moi. Je crois que c'est à moins de 2 kilomètres de la bande de Gaza, le kibbutz de Be'eri. Merci à tous les 5. Il nous reste 20 secondes. Vraiment, Régis Le Sommier, l'offensive militaire armée israélienne, vous l'imaginez récente, très récente, qui va arriver très vite ou pas ? Mais écoutez, j'ai l'impression quand même qu'au niveau diplomatie, on a parlé du Hamas, du Qatar et de la libération de 2 otages. Je pense que là, il y a quand même quelques hésitations. Cette offensive, elle aurait dû se produire le premier week-end, justement, après le 7 octobre. Il y a eu la mobilisation qui a pris un peu de temps. Il y a aussi le fait que certaines unités israéliennes n'étaient pas prêtes et avaient besoin de s'entraîner ou en tout cas d'être équipées. Maintenant, tout est prêt. Là, la vraie question, ça va être, à mon sens, c'est les Américains qui sont quand même qui retiennent. C'est les Américains qui donneront ou non, selon vous, je pense, et en tenant compte de tous les éléments qui existent dans la région et de la capacité inflammatorielle, on dira, de ce qui se passe là-bas. Merci Régis Le Sommier, merci, je le rappelle à tous les 5 pour cette émission. Dans un instant, c'est Docteur Millot. Brigitte nous parlera des idées reçues qui circulent sur l'alcool et nous dira comment il agit sur notre cerveau. Voilà pour Brigitte Millot. Et puis nous, on se retrouve ce soir à 20h, 19h. Alors, c'est pas face à Mathieu Bocoté ce soir, et on le salue puisqu'il est en déplacement. Ce sera face à l'info week-end, et puis à 20h, l'heure des pros, bien sûr. À tout à l'heure.